Bonjour et bienvenue sur Casting Call. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir mon coup de cœur de la semaine. Et croyez-moi, c'est un véritable coup de cœur. Je l'ai découvert sur scène avec sa peau diaphane, ses mains gracieuses et une gestuelle digne d'Apollon. Oui, oui, je vous assure, d'Apollon. Notre première rencontre au concert de Chantal Goya. Vous comprendrez pourquoi je n'avais pas imaginé l'étoffe de l'artiste face à Pandi Panda. Ce dont je veux parler avec lui, c'est de Amoureux solitaire, son spectacle actuellement au Théâtre des Mathurins. J'ai voulu l'inviter pour comprendre comment le rêve devient réalité en dépit des pires obstacles d'enfance. Vous savez, ce qui blesse, humilie et qui en général vous empêche de fabriquer ce qu'on appelle l'estime de soi. Je ne parle pas d'amour parce qu'il est amour, mais de son univers artistique. Je veux tout savoir sur lui, tout savoir de lui, un peu comme un rendez-vous, un date. J'ai même imaginé avoir un amoureux authentique comme lui. Mais c'est pas possible, il préfère les garçons. Nous allons aborder les thèmes de son spectacle. Une enfance, mal aimée et peu reconnue, sa carrière, sa résilience et sa sincérité à la limite de ce qui peut se dire ou non en 2026. Parce que lui est liberté. Lui qui se voit toujours proposer les mêmes rôles depuis son coming out. Je l'ai invité pour explorer sa divine résilience, une véritable source d'inspiration. Il est énergie créatrice, c'est ce qu'il caractérise. Je vous le garantis, cet artiste est parcelle d'âme. Aujourd'hui, c'est avec Jérémy Lorca que je suis. Bonjour Jérémy. Hello Soledad, ça va? Ça me fait plaisir d'entendre tout ça, dis donc. Jérémy, ose devenir celui dont tu rêves. Qu'en est-il pour toi en 2026 ? Écoute, franchement, je pense que pas mal de choses se sont accomplies au niveau professionnel, au niveau personnel. Donc, je suis assez aligné, je suis assez content de tout ça. J'ai vu ton spectacle cette semaine. Je m'attendais pas du tout à ça. Ta gestuelle, ton histoire. Parle-moi un peu de ton enfance, parce que ce spectacle, je t'ai attendu à la sortie et je t'ai dit mais c'est pas vrai tout ça. Et tu m'as dit oui. Raconte-moi, quel genre d'enfance as-tu eu ? Écoute, une enfance franchement un peu chaotique dans l'idée. J'ai grandi dans un décor qui n'était pas le mien. Je pense qu'il y a eu une erreur de casting au début. C'était pas mon décor. T'as grandi à Lille, dans le Nord ? À Lille, c'est beau. J'ai grandi dans une ville très sinistrée, à Avion, qui est vraiment une banlieue de Lens, dans le Pas-de-Calais, profond, dans le Nord-Pas-de-Calais des années 80, tu vois. Et c'était pas cool. On dit, il y a toujours un truc très tendance de dire ouais, arrêtez, les régions c'est fabuleux, les petites villes. Non, c'est pas vrai. Ce n'était pas fabuleux. Il y avait beaucoup de racisme, il y avait beaucoup d'homophobie. Donc j'étais pas très à l'aise. Moi, tu vois, j'étais un petit très différent. Ma famille était très différente. Donc j'ai grandi vraiment dans ça. Mais avec le truc, avec la patience de me dire, j'étais animé par le fait de devenir. Alors c'est très bizarre. Quand j'étais petit, je voulais absolument être dans la télé. Dans la télé ? Absolument. Je voulais être une star. Et en fait, j'ai compris, après, parce que j'ai beaucoup bossé sur moi, je me suis analysé, etc. C'était pas être une star pour être une star de Loire et paillettes. J'avais juste envie qu'on m'aime et changer de monde, tu vois. Et ça a été, c'est ce qui m'a tenu pendant toutes ces années. C'était ça. J'allais te demander justement, tu rêvais de quoi ? Et tu rêvais d'être dans la télé. C'est drôle, parce que souvent les artistes disent ça, on imagine que c'est des petits personnages qui vivent dans la télé, c'est ça ? Écoute, non, moi je voulais un monde où il n'y avait pas de violence, où les gens se parlaient correctement, les gens étaient beaux, bien habillés. Enfin, et il y a un truc vraiment, tu sais, j'écoutais ma prof de français parler, j'écoutais Claire Chazal, je me dis, il y en a une des deux qui ment, c'est pas possible. Tu vois, la prof de français, elle disait, bon bah ça vaut là, alors vous sentez. Non, mais attendez. Tu vois. Pour en revenir à ton enfance, donc c'était pas très... L'environnement n'était pas très beau. C'était pas de l'amour. C'était pas glamour. Mais c'est ça qui est intéressant quand on t'entend, c'est que, et je dis dans l'introduction, tu es parcelle d'âme, parce que ce que j'aime entendre chez les artistes souvent, c'est cette singularité, cette véritable nature, parce qu'on se dit, mais t'as grandi dans un contexte, cet environnement pas très beau, c'était une cité, je crois. C'était une cité, et puis surtout, moi j'étais le vilain canard de ce bled-là, parce que si tu veux, moi j'ai été élevé par deux femmes, donc déjà j'avais une famille qui était un petit peu connue, tu vois, parce que c'était un peu, ils étaient un peu, comment dire, sauvages, tu vois, et c'était un peu des bagarreurs et tout, donc... Que faisait ta famille ? C'était quoi leur métier ? Le job de mon père, il était boxeur. Ok. Donc boxeur,
J'adore mon père. Mon boxeur italien, Aldo, assez macho, cité très énervé. Donc t'imagines un peu le contexte, tu vois. Et finalement, je suis élevé moi par 2 femmes, donc j'ai pas de référence masculine puisque je vois plus mon père quand je suis enfant. Et donc du coup, si tu veux, tout simplement, je chope quand on est enfant, on veut toujours imiter les parents ou toujours imiter les grands. Donc bon bah moi à la cantine, je lève mon petit doigt quand je prends un verre. Tu vois, ça m'intéressait pas de jouer au foot. Moi, je voulais regarder Santa Barbara et jouer à la corde à sauter. Mais d'où elle te vient cette élégance? Bah écoute, si tu veux, j'ai vécu avec 2 femmes, donc je pense qu'il y a une espèce de mimétisme, plus ma passion pour les feuilletons télé, un peu, etc. Tu vois, donc je vivais déjà dans un monde qui était ailleurs, et en plus je voulais pas du tout parler ch'ti. Pour moi, c'était un truc qui était interdit. J'avais une notion de survie intérieure, en me disant ne te mets pas un handicap, ce handicap-là, si ensuite tu veux aller à Paris pour essayer de travailler, etc. Parce que du coup, tu vas devoir enlever cet accent. Donc j'essayais de parler que comme la télé. Donc du coup, je parlais un peu, il disait que je parlais un peu comme un riche. J'étais vulgairement horrible, mais le PD du village. Je vivais avec 2 femmes, donc autant te dire que c'était compliqué. Et le problème est que c'était compliqué à l'école, très compliqué. C'était vraiment cauchemar. Genre quoi, harcèlement? Oui, à l'époque on parlait pas, on n'avait pas mis les mots harcèlement scolaire, mais c'était ça à puissance très grande. C'était insultes, crachats, bagarres tous les jours. Et moi, si tu veux, au départ, je subissais. Et puis, très vite, ça a vraiment merdé en primaire et au collège. C'était tous les jours, c'était constant. Et en primaire, je ne voulais plus me laisser faire, donc je me battais en retour. Le problème est que tu avais toute une classe contre toi. Et le prof, écoute, la classe, c'est pas toi. Donc, j'ai failli me faire virer de l'école. Il fallait 3 croix pour être viré. J'en avais 2,5. Donc, c'est-à-dire que le CM2, tu rentres, tu dis, je ne pourrais pas me battre de l'année, donc pas me défendre de l'année. C'est sidérant d'entendre souvent les mêmes récits. On se demande, mais faut-il, pour être un artiste, avoir vécu cet harcèlement mais finalement, cet harcèlement, c'était à cause de quoi? Encore une fois, cette singularité, cette différence. La différence. Donc, si tu veux, en gros, donc primaire, collège, galère. À la maison, ça se passe pas bien du tout. Donc, si tu veux, galère à l'école, galère à la maison. Alors, justement, à la maison, ta maman, qui est très, très, très présente tout au long de ton spectacle, une maman défiante. Oui, et écoute, je dois franchement dire une mère toxique. J'ai mis beaucoup de temps à mettre le mot là-dessus, parce que moi, je voulais au départ, j'entretenais quand même un rapport avec elle, et puis je voulais couper. En fait, quand je suis parti très tôt de chez moi. Enfin, j'ai dû partir très tôt de chez moi. Et puis après, j'ai eu un frère et une sœur, donc du coup, je voulais absolument garder le lien, tu vois. Et puis un jour, j'ai décidé que mon frère et ma sœur grandiraient. Et je suis en contact avec eux et que je n'étais pas obligé de garder le lien. Et quand j'ai décidé ça, j'ai compris, en fait, quand j'ai revu le film, parce que si tu veux, quand tu grandis dans un contexte, tu crois que tout est normal. Quand il y a ça autour de toi, quand tu machin, etc. Et du coup, et c'est après, quand tu arrives à Paris ou dans d'autres grandes villes, où tu échappes à ton milieu et tu parles aux autres de leur enfance, mais c'était pas ça du tout, moi. Ça aggrave. Et surtout quand on est enfant, coûte que coûte, on aime sa mère. Oui. Bah oui, bien sûr. Et moi, j'ai mis ça a grave merdé. Enfin, tu vois, pour moi, c'était juste des petits problèmes ou des trucs, etc. Et tout. Ta maman qui rentre pas un 24 décembre. Qui rentre pas un soir de Noël et j'ai 11 ans. Tu vois. Et donc après, je fête plus Noël. Jamais. Parce que là, je me suis dit, ok, ça peut plus être ma mère. Ce jour-là, quand elle a fait ça. Et ce qui est fou, c'est que j'ai confronté ma mère avant de couper les ponts. Et je lui ai donné plein de trucs. Plein de trucs que je trouve très hard psychologiquement, qu'on fait pas à un enfant. Et elle avait réponse à tout. Et c'était dingue parce que je me suis dit, elle s'excusera jamais. Le déni. Le déni total. Et tu te rends compte que tu es parti. On avait le téléphone coupé. J'avais pas de téléphone portable. Tu m'as laissé à 13h. Tu es rentré à 2h du matin. J'ai eu de 13h à 2h pour me dire que tu étais morte. Il n'y avait rien à manger. Je suis descendu dans la cave. J'ai mangé des carrés de sucre et j'ai ouvert une boîte de lentilles parce qu'il n'y avait rien à manger dans les buffets. C'était le soir de Noël. Et tu es rentré à 2h du matin. Tu avais joué. L'argent, il n'y avait pas de nourriture et il n'y avait pas de cadeaux. Et tu trouves que c'est être une bonne mère? Et le déni de cette personne met en péril la santé mentale de l'individu. Et elle m'a répondu quoi? Tu mens totalement, je suis rentré à 23h30. Eh ben c'est super. Eh ben écoute, au lieu de 2h, c'était 23h30. C'était vraiment 2h parce que je suis pas fou. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, et ça change quoi 23h30 et 2h? Enfin, donc tu te dis, waouh, si toi t'arrives à te rattraper à ça, c'est fabuleux. Tu es partie très jeune de chez toi. Enfant, tu t'es dit, OK, je vais faire de ma vie quelque chose. En fait, c'est déjà avoir entrepris cette carrière artistique. Ouais. Tu t'envisageais artiste. Tu savais pas comment. Ouais.
exactement, toujours. Et puis tu sais, j'ai eu envie de beaucoup de paillettes parce que vraiment c'était pour contrebalancer ça. Enfin, dans le sens, quand je dis paillettes, c'est pas, je voulais pas du strass et du superflu, mais je voulais une belle vie, une jolie vie, des jolies choses, parler avec des jolies personnes qui s'expriment bien, qui sont pas violentes, qui sont douces. C'était ça l'univers dont je rêvais, tu vois. Et c'est vraiment la télé qui m'attirait. Donc effectivement, quand je suis arrivé à Paris, j'ai pris des cours de théâtre tout de suite. Tout de suite. Mais alors, comment tu as eu le déclic? Comment tu as osé partir de chez toi? Deux choses. En fait, à 15 ans, ma mère a rencontré quelqu'un et donc elle m'a expliqué que je lui rappelais son passé, donc il fallait que je parte. Donc 15 ans, je me retrouve, moi, je vivais un peu dans un coin un peu plus préservé de la ville. Je me retrouve seul dans un HLM. Je retourne dans la cité d'où je venais. Lycée zone sensible, je suis dans une ZEP ou ZUP, je crois que c'est ZEP, et zone d'éducation prioritaire. Et du coup, je me dis, mon Dieu, comment je vais faire? Parce que je suis seul dans ce HLM, dans cet appartement, au 11e étage de cette tour, j'ai 15 ans. Soit je me fais dépouiller tous les jours, soit je deviens la mascotte du bahut. Et comme moi, si tu veux, je ne savais pas encore que j'aimais les garçons, je l'imaginais, mais c'était un truc qui était un peu enfoui. J'étais pote avec les plus belles filles du lycée. Donc, du coup, tous les mecs voulaient être potes avec moi pour que je leur arrange le coup avec les filles. Et comme je suis devenu un peu marrant, j'ai développé le côté clown, je suis devenu intouchable dans la cité. C'est-à-dire qu'au-delà de mon nom de famille qui faisait référence à ma famille paternelle, etc., qui était quand même respectée, j'ai jamais eu une embrouille. C'est-à-dire qu'autant on m'a insulté tous les jours, primaire, collège, lycée, j'ai pas eu une embrouille un jour. J'étais protégé par tous les gangsters du lycée. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui me surprend, c'est comment un jeune de 15 ans en 3e seconde réussit à encore aller à l'école, ne pas basculer dans la délinquance. Ça paraît complètement con ce que je dis, mais c'est une réalité, surtout dans cette facilité. Mais toi, tu tiens. Écoute, et tu restes à l'école, tu étudies. Ouais, j'ai fait des petites conneries. Mais je réalise que ces petites conneries qui sont pas comment dire, enfin tu vois, j'avais pas d'argent, donc si tu veux fallait que ma mère me donnait un tout petit peu d'argent pour faire des courses, mais moi c'est pas les courses que je voulais. Moi je voulais sortir en boîte et vivre. J'allais te dire ça. Danser, en fait, quand tu dis les paillettes, c'est vraiment l'énergie et ressentir. C'est des émotions. On sent qu'il y a de la vie en toi et des envies. D'ailleurs, être en vie. Exactement. Donc, si tu veux, bah oui, j'ai fait des petites bêtises, mais qui sont pas énormes avec le recul de ce que j'aurais pu faire. Je dis pas que c'est génial, mais oui, j'ai volé des fringues dans les magasins quand j'étais au lycée. Je n'ai plus jamais volé de ma vie, mais parce que c'était pas de la survie, parce qu'on survit pas avec des fringues, mais c'était un truc de oui, il faut que je m'habille, j'ai pas l'argent et je vis tout seul et il faut que je sois beau le soir. J'avais compris qu'il fallait être joli et séduire et commencer à flirter et plaire, mais j'avais pas les moyens, tu vois. Donc c'était ça. Et je me dis en vrai, c'est vrai qu'avec le recul, j'ai jamais bu, enfin je me suis jamais drogué, j'avais fait des trucs de dingue, jamais de la vie. Et j'ai eu mon bac littéraire, voilà. Et t'as obtenu ton bac littéraire. Ouais. Et là, malheureusement, là, ma mère me dit, écoute, alors elle me donnait très peu d'argent, elle me dit, moi, je suis pas une agence d'intérim. Donc, non, je suis pas ton sponsor. Donc, si tu n'as pas ton bac, tu pars en agence d'intérim. Et si tu as ton bac, tu pars. Donc là, j'ai 17 ans, parce que je suis né en novembre. Et donc, je suis à la rue, tabouret, sac à dos. Et je me retrouve à Lille. Je fais des visites toute la journée. Je me dis, je vais dormir à la rue ce soir, tu vois. Mais il était hors de question que je m'assoie sur le trottoir. Donc, j'ai pris le tabouret. Et finalement, il y a un monsieur qui me dit, écoutez, je pourrais encaisser votre caution à la fin du mois, mais il faut trouver un travail jusque-là. Dormez là ce soir, ne dormez pas à la rue et tout ça. Et donc, je me retrouve à partager ma salle de bain avec une nana qui allait dans un lycée privé catholique qui s'appelait Marie-Cécile. Quel joli prénom, Marie-Cécile. Et je me rappelle très bien de cette vanne que tu vas adorer parce qu'en fait, quand je lui ai dit, c'est après j'ai rencontré un garçon et je me suis laissé aller, etc. Et tout. Et du coup, quand je lui ai dit, bah écoute, tu sais, Thomas, le cousin de Paris, en fait, il vient pas de Paris et c'est pas vraiment mon cousin. Et elle s'est assise sur son lit et elle m'a dit, ah bah nous voilà chouette. Tu vois le niveau de différence de lycée privé catholique et moi qui venais de la cité énervée en plus, tu vois. Mais donc ça, c'est une rencontre, une chance. Alors voilà, ça c'est une chance. Ce garçon, ce monsieur qui te donne l'opportunité d'avoir un appartement et rencontrer Marie-Cécile. Exactement. Et donc je m'inscris à la bourse, parce que j'ai une bourse à la fac de droit. Je découvre la carte bleue, les garçons et le shopping, donc je ne vais pas en cours. J'ai 18 ans, je peux travailler, donc très vite j'arrête la fac de droit pour ensuite travailler pendant 1 an pour mettre de l'argent de côté pour aller à Paris, pour me payer des cours de théâtre. Et donc c'est ça ce que j'aime, c'est ta clarté. Tu comprends ? C'est ce que j'aimerais que nos auditeurs
comprennent. C'est qu'il n'y a pas, c'est pas parce que tu viens d'un milieu, la cité, ou mal aimé, parce que moi, j'aime beaucoup, tu sais, la différence entre l'estime de soi et l'amour de soi. C'est-à-dire que c'est très difficile de se construire quand on a une maman qui n'est pas présente, qui n'est pas aimante. D'où elles te viennent tes ressources, d'après toi? Quelles ont été, je sais pas, les gens qui t'ont inspiré, qui t'ont apporté comment t'as réussi à te fabriquer? C'est ton rêve, c'est ton imagination? Écoute, c'était vraiment mon imagination. J'étais hyper déterminé. Je savais, en fait, si tu veux, je savais que je commençais ma vie, j'avais ce sentiment, et ça s'est avéré juste, de commencer ma vie par le pire truc, et qu'il fallait juste patienter, il fallait attendre que les années passent, que je puisse enfin vivre tout seul et faire ce que je veux. On appelle ça la foi. Ouais, exactement. Donc j'ai attendu. Et puis il y a eu des signes et j'ai jamais lâché cette histoire. Donc si tu veux, j'ai travaillé aux 3 Suisses à Marc-en-Barœul. Je prenais les commandes au téléphone et un jour il y a une photographe qui appelle. Qui dit, parce qu'on voit un membre du personnel, c'est une réduction, tu vois, pour les gens qui appellent. Et moi, je sais pas pourquoi, je suis de bonne humeur. Enfin, tu vois, j'étais sympa au téléphone avec les gens, mais là, je suis plus loquace que d'habitude. Ah, mais vous faites quoi? Elle me dit, je suis photographe pour qui? Elle me dit, et moi, je lui dis un truc tellement arrogant parce que t'as 18 ans, tu vois, et 18-19 ans. Et je dis, oh là là, mais vous êtes photographe, moi, je suis beau, faut qu'on se rencontre. Et Isabelle Dorp, elle m'offre un book. Elle me rencontre, elle me dit, je lui dis, mais j'ai pas un sou, je travaille aux 3 Suisses, et elle me paye mon book photo. Elle m'emmène dans une agence de mannequins en Belgique et je fais mes premières pubs. Et avec l'argent de mes premières pubs, je peux arriver à Paris, sauf qu'à Paris, j'ai pas de garant, j'ai rien du tout, donc je me retrouve dans un foyer. Et le foyer, l'histoire elle est mignonne parce que le foyer, c'est un foyer de jeunes travailleurs, c'est un peu un foyer un foyer, tu vois, un peu énervé aussi, ça me changeait pas de la cité. Et il est au-dessus du 20e théâtre qui n'existe plus et j'entends les gens applaudir tous les soirs. Et il y a un mec qui loupe sa réplique tous les soirs et moi je connais la réplique. Tu vois le truc? Et je me dis, ok, il faut vraiment que je sois en dessous, quoi. Et comme moi, j'étais en cours de théâtre, quand j'ai commencé à jouer, j'ai compris que je voulais pas du tout être star. Après, on m'a proposé 1000 trucs. Tu sais, présenter des émissions télé, des machins, j'ai jamais voulu faire ça parce que je savais ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai compris que je voulais pas du tout être star. C'était juste que j'avais compris que c'était un métier, c'est ça que je voulais. C'était incarner des personnages et surtout changer de vie. Changer de vie. Plusieurs fois. Ce qui est très joli dans ton histoire, c'est qu'il y a toujours cette ambiguïté. Tu te retrouves dans un foyer, mais il est au-dessus du théâtre. Oui. C'est-à-dire que cette clarté, elle t'amène à un chemin de vie tracé. Tu montes à Paris, tu t'inscris dans des cours de théâtre. Ouais. Tu choisis lesquels? Je choisis l'assistant de Jean-Laurent Cochet. Je crois que ça va fermer le cours. C'est un cours de théâtre classique et il y en a 35 heures semaine. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et je travaille au Bon Marché. C'est mon premier job pendant 1 an et demi. Donc je vais au théâtre tous les matins et tous les après-midi, je travaille au Bon Marché. Je tiens le stand Kenzo. Je suis le plus jeune responsable Kenzo de France au Bon Marché. Ah, les marques, tu commences ton spectacle en disant je fais tout ça pour être mannequin pour Dior ou je sais pas quoi. Exactement. Je te soupçonne que ça soit réel. Évidemment. Donc tu suis une formation. Ouais. Comédien. Ça marche très vite. Enfin, ça marche très vite dans le sens où les premiers castings, je les décroche tout de suite. Tu vois, tu viens d'arriver à Paris, t'es un peu frais pour les directeurs de casting, etc. Donc je me dis, c'est trop simple en fait. Et après, j'ai compris que c'était pas simple. Quelle est ta plus belle anecdote de casting, ta rencontre comme ça où tu dis, putain, j'ai décroché ce casting? Alors écoute, ça va pas être une rencontre, enfin ça va pas être un truc extraordinaire, mais c'est quand même un peu extraordinaire. C'est juste mon premier casting en fait que j'ai eu. C'était pour Sex and the City, la série télé. Et il tournait en France. Et moi, je ne connaissais pas du tout Sex and the City, donc ils cherchaient ou des figurants ou des mannequins. Moi, j'étais prêt en tant que mannequin. Et moi, j'étais juste content parce que c'était mieux payé mannequin que figurant, parce que je connaissais pas la série, tu vois. Et j'arrive sur le plateau, donc c'est mon premier tournage, j'ai 19 ans, je suis à Paris, 19-20 ans, je crois. Et du coup, tout est en anglais. Et je me rappelle, je devais partir... Attends, c'était quoi? Il y avait un truc avec Sarah Jessica Parker. En fait, il y a un truc qui a merdé, parce que déjà, tout était en anglais, je comprenais rien. Fallait que il y avait action et bag one action. Et en fait, le mec dit action, et moi, je pars, et j'étais à bag one action. Et du coup, j'ai fait foirer donc tout le Kong, on tournait dans le Kong avec Carole Bouquet, Sarah Jessica Parker, et peut-être 70 figurants, tu vois. Et donc, Sarah Jessica Parker, elle me faisait des petits signes, tu vois, genre discrètement. Et finalement, elle arrête. Elle dit stop it, machin, etc. Je me dis, je vais me faire défoncer. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'essaie de lui expliquer de baragouiner. Elle voit que je parle pas bien anglais, que c'est ma première fois, mon premier tournage. Elle me prend dans les bras. Elle me fait un câlin. Elle me dit, t'inquiète pas, t'es trop mignon, tu vas faire ce métier, je le sens et tout, tu vois. Et ça,
C'était mon premier job de, entre guillemets, comédien. Donc, j'estime que c'est une bonne anecdote. Donc là, tu te lances dans les castings, tu décroches 80 pubs. 80 pubs. Ouais. 80 pubs. Mais toi, ce que tu veux, c'est être comédien. Ah ouais. J'étais content de m'être brossé les dents comme il fallait quand j'étais petit, parce que je veux dire que le sourire, je l'ai amorti. Tu veux être comédien, on te propose de faire des animations télé, parce que tu as quand même le beauty privilege. Tu es très beau. C'est chaud. Donc ça t'amène à des choses vers la télé que tu refuses. Que je refuse parce qu'en plus c'était toujours, en fait quand je te disais, alors c'est bizarre, le paradoxe c'est quand je te disais ouais je veux les paillettes c'est effectivement c'est pas les paillettes en soi, c'est ce que tu as décrit tout à l'heure, c'est la vie, c'est quelque chose qui vit, qui est joli, qui est un peu, où c'est doux un peu, tu vois, mais pas les paillettes superficielles. Et moi ce qu'on me proposait toujours c'était juste un peu des trucs qui m'intéressaient pas, qui n'étaient pas très profonds, tu vois. Et donc j'ai commencé donc j'ai fait pas mal de pubs et j'ai toujours fait attention à faire des pubs qui était joli ou qui n'était pas trop marqué pour moi. Donc pouvoir en faire plusieurs, qu'on se dit c'est le mec de la pub, tu vois. Donc j'ai fait ça, beaucoup. J'ai rencontré des directeurs de casting et puis je suis passé à la fiction. Donc j'ai fait des petits rôles dans des séries. Je commençais à faire des 2 jours, des 3 jours, des 4 jours et tout. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai commencé à jouer au théâtre aussi. J'ai écrit une pièce. Voilà, j'ai écrit une pièce de théâtre qui a été produite par un très gros producteur et qui n'a pas marché du tout. C'était pas une super expérience. Ça arrive aussi parce qu'il faut le dire. Il faut dire que tout n'est pas rose dans ce métier, que les rencontres c'est aussi difficile, que tu peux pas, après tu peux avoir une chance de dingue et ça peut tomber du ciel les bonnes personnes tout de suite, mais parfois c'est pas le cas. Et moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance que je fais ce métier, j'ai envie, etc. Mais j'ai eu un parcours où parfois, oui, il y a des expériences qui étaient pas hyper cool. Et ma première pièce de théâtre, c'était pas hyper cool, ça n'a pas marché. Enfin, genre, on avait la tête qui était coupée sur l'affiche, on ne voyait même pas. C'était pas du tout un décor de comédie, donc ça a foiré. Et ce qui est drôle, c'est que on m'a proposé de remonter cette pièce 3 ans plus tard et de la faire vraiment comme je l'avais imaginé, un peu comédie. Et on a fait des salles de 2000 personnes qui étaient remplies. Donc aussi, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance et je te connais un peu depuis quelques années et tu as cette capacité à savoir dire non. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez bluffant dans ton parcours parce qu'être un artiste, c'est être extrêmement fragile et puis pas savoir faire son bon choix. Souvent, 1, 2, 3. Être un artiste, c'est être d'une grande fragilité et savoir dire non, c'est pas évident. Ouais. J'adore dire non. Je le sais, et seulement maintenant, tu commences à t'ouvrir même aux interviews. Ouais. Là, tu vas être chez Ruquier, chez Arthur, et pendant des années, tu disais non aux interviews. Ouais. Pourquoi ? Alors, c'est pas que les interviews, c'était en général, je disais non aux trucs où, en fait, je voulais faire. En fait, c'est très. Parce qu'après, je suis devenu humoriste, tout ça, mais du coup, je voulais faire des trucs qui étaient un peu, très l'entre-soi, où je voulais toujours faire attention à pas faire des choses trop mainstream. Tu connais ce truc, un peu ce complexe qu'on a de dire attends. Et en fait, je me suis dit, mais c'est très bizarre de dire non, tu te caches derrière quoi ? Tu vois, c'est ça le truc. Parce qu'en fait, au départ, tu dis non, mais tu sais, moi, je veux faire que des trucs très pointus. Au départ, tu te dis ça. Tu sais, et en fait, tu te dis, mais tu te voiles la face. Être un artiste, c'est aussi se faire connaître des gens. Donc, si tu parles à 3 personnes, c'est très bien. Mais les 3 personnes, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir exercer ton métier ou du moins monter sur scène et remplir 3 personnes par soir. Donc, il faut aussi que tu t'adresses aux gens. Et en fait, depuis que je me suis ouvert, je trouve ça génial. Je rencontre des gens super, je suis trop content et tout, tu vois. Il y a chez toi une véritable exigence, une rigueur. Tu écris beaucoup. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est ce que tu aimes le plus ? J'adore tellement écrire. Écoute, l'écriture, ça m'a sauvé. Parce que l'écriture, ça te sauve toujours. L'écriture, déjà, c'est gratuit quand t'es môme. T'as besoin d'un stylo et d'un papier. T'as besoin de rien, en vrai. Tu écrivais enfant ? Ouais. Et du coup, c'est un truc où c'est vraiment un échappatoire et tout est permis. C'est-à-dire que tout ce que tu fantasmes, tout ce dont tu rêves, tout est permis. Tu peux, tu peux te mettre un personnage de tueur, tu peux te mettre un personnage de lover, tu peux tout faire. C'est de l'écriture. Et ça, c'est fabuleux. Comédien, pub, écriture. On va parler de ton spectacle au Théâtre des Mathurins. On a vraiment l'impression que c'est toi. Il y a une mise à nu extraordinaire, il y a un jeu de lumière, il y a ton jeu à toi de comédien. Tu prends des risques, tu dis des choses qui en 2026 parfois on se dit waouh, il va jusque là.
Combien de temps ça t'a pris d'écrire ce spectacle? Écoute, ce spectacle, il est très particulier parce qu'en fait, je l'ai écrit pendant le confinement suite à une rupture amoureuse. Et donc, je l'ai écrit quasiment d'un coup et je l'ai joué pour la télé à la sortie du confinement. Parce que je voulais m'en débarrasser. Donc, c'est-à-dire que je l'ai joué, jamais rodé. Je l'ai joué pour la télé direct. Ok. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de messages. Ça a fait une audience x3 à la télé de ce que ça de leur case habituelle. C'était à 21h. Tu vois, ils faisaient, je sais pas, la première fois, ça a dû faire 300 000 personnes à la télé sur une toute petite chaîne, tu vois. Et après, ils ont rediffusé, c'est monté à 1,5 million. Et j'ai reçu plein de messages et tout. Mais j'étais pas prêt à jouer ça. Donc du coup, je l'ai joué. Et comme j'avais un contrat de 3 ans avec la télé, une fois que le contrat s'est terminé, je me suis dit, je vais pas faire payer des gens pour un spectacle qui est diffusé à la télé. Donc je me dis, ok, je réécris quasiment la moitié, voire les 3/4. Mais le problème, c'est qu'au début, quand je le jouais, j'avais une boule dans la gorge à la fin. Tu vois, parce que ça faisait appel à des choses qui étaient trop personnelles. Ma famille, les ex. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est dur de faire un bilan sentimental. Parce qu'au départ, ça fait rire tout le monde et c'est trop marrant en vrai, tu vois. Mais sauf que tous les soirs, tu te dis à quel point t'as raté un peu ta vie amoureuse. Pour moi, c'est pas qu'un bilan oui, bien sûr, il n'y a pas que sentimental. ça. Pour moi, Amoureux solitaire, c'est vraiment un booster de vie. C'est-à-dire que comme si rien n'était défini, c'est pas parce que tu viens d'un milieu défavorisé ou mal aimé que ta vie est tracée. Et je trouve que même pour les artistes, c'est un moment de vie exceptionnel, un booster de carrière. Fais-moi le speech en 2 mots. Écoute, alors en 2 mots, c'est l'histoire d'un gars qui vit la rupture de trop, qui décide de faire un bilan, d'abord un bilan sentimental, puis un bilan sur sa vie. Il se remet en question, il essaie de s'analyser et pour l'amener à ouvrir les yeux sur ce qui lui a un fil à la patte, ce qui le retient. Quel est finalement le truc qui est le plus, qui est un peu négatif qui l'empêche d'avancer. Et il ouvre les yeux. Et tu en as fait un spectacle Exactement. d'humour. Et définitivement, dans ta vie, il n'y a eu que des obstacles, Ouais, même s'il y a beaucoup. des choses extraordinaires. Mais même dans ta carrière artistique, quand tu fais ton coming out, Ouais. tu racontes qu'on t'avait donné des super rôles et soudainement, on te catalogue à des métiers, C'est terrible. à des Parce que, rôles, pardon. si tu veux, c'est terrible parce que ce soit au théâtre, dans des séries, dans des téléfilms, même des tout petits rôles dans des longs métrages, tu vois, j'ai toujours été l'avocat, le banquier, parce que ça allait avec mon physique certainement, tu vois. L'avocat, le banquier, le gendre idéal, l'ex de la petite amie qu'on suspecte peut-être d'être le tueur de la série, enfin tu vois, ce genre de rôle-là. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Chercher le garçon. Qui était un peu précurseur, c'était avant le mariage gay, etc. et tout, tu vois. Donc vraiment, ce truc sort et je commence à me lancer. Je te raconterai dans l'humour, c'est un peu un accident parce que je voulais arrêter le métier de comédien et j'avais et c'est ça qu'il faut dire aussi. J'avais eu 2 déceptions professionnelles. Tu vois, de gens, des rencontres pas cool. Tu vois, tu pars en tournée avec des gens pas sympas, c'est chiant, quoi. Tu vois, tu dis coup sur coup, ras-le-bol. Et comme quoi, il faut toujours tenir et croire en soi. Et je me suis dit, ok, avant d'arrêter ce métier, j'ai quand même donné 10 ans de ma vie à ce métier, machin et tout. Je fais un dernier kiff, j'invite les copains, je loue un théâtre de 25 places, et puis voilà. Et finalement, c'était le théâtre de Jarry à l'époque, tu vois. Et je le loue pour finalement, il me dit, attends, mais fais plusieurs représentations, 25 c'est petit, la jauge et tout. Et il y a un journaliste qui vient et qui dit que c'est un des 3 meilleurs spectacles de l'année qu'il faut voir. Donc les salles, elles se remplissent, et c'est comme ça que ça a commencé l'humour. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut parfois croire en soi et faire ses projets. Et tu dis, ok, je suis pas hyper entouré, et vaut mieux être seul que mal accompagné. Faisons seuls les choses. L'humour, quel exercice difficile. Je trouve que c'est un des arts les plus fragiles. Oui, et attends, pardon, et si tu me permets juste de rebondir sur ce qu'on se disait, et effectivement, je vois une bascule, quand je fais ce spectacle où je dis que je suis gay ouvertement, dans les médias, etc. et tout, là, c'est fini pour moi. C'est-à-dire qu'il faut le dire. Il faut à un moment donné parler au directeur de casting français. Alors j'espère que ça a évolué, mais c'est quand même très très grave. C'est-à-dire que tu es en 2018, donc c'est quand même il n'y a pas si longtemps, et tu passes de avocat, gendre idéal, mari de la nana, ex de l'héroïne, à moi on m'envoie des castings toujours coiffeur efféminé, vendeur manieré. C'est terminé du jour au lendemain. On ne te propose que ça. Et Muriel Robin en avait parlé, et tu connais les haters. Et les haters disent ouais, mais c'est parce qu'elle n'a pas de talent. Moi, je l'ai vu jouer Marie Bénard. Marie, c'est une très bonne comédienne. C'est pas une question de talent. C'est juste une question on te catalogue. Et je crois qu'elle disait, je ne veux pas déformer ses propos, qu'elle ne savait pas si elle devait encourager ou non les gens, les artistes aujourd'hui, les jeunes, à dire qu'ils étaient gays. Parce qu'il y a tellement de mecs gays sur la place de Paris qui font ce métier. Et
qui ne veulent pas le dire pour préserver, pour continuer à bouffer, à remplir leur frigo. Est-ce que je peux entendre, tu vois? Donc il y a ce dilemme de dire attends, j'ai envie d'être intègre, mais est-ce que ma vie privée ne doit pas être privée finalement? Mais quand tu montes sur scène, moi je fais des blagues de ma vie, je vais pas raconter que je couche avec des filles, c'est pas le cas, tu vois. Mais effectivement, c'est assez sidérant de se dire, de la part d'un réalisateur, de la part de gens qui sont quand même éduqués, qui ont une intelligence émotionnelle, de directeurs, de directrices de casting, qui te mettent dans une case et qu'ils ne veulent pas t'en sortir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'imagination et qu'ils sont bêtes. C'est juste, c'est terrible de se dire, mon Dieu, je suis en train de quémander du boulot à des gens bêtes. C'est Alors, là où tu t'es. Mais il y a ce truc-là, tu vois. C'est là où tu t'es dit, je vais me lancer dans l'humour. Ça a été un. Je me lance dans l'humour. Alors déjà, l'humour, je continue. Très vite, j'ai été appelé comme chroniqueur sur Europe 1. Donc pendant 4 ans, je travaillais avec Anne Romanoff. Ensuite, j'ai fait des chroniques à la télé chez Mouloud Achour sur Canal+, chez Click. Et de là, je suis intégré à la troupe du Jamel pendant 3 ans. Donc tu vois, ça m'a vraiment, j'ai toujours vécu. Dès que je commençais à faire l'humour, j'ai plus jamais fait un job alimentaire. J'ai fait que vivre de ça. Mais j'ai décidé, puisque j'ai compris ce game parfois il y a des rôles gays qui sont super à jouer, donc avec plaisir, tu vois. Mais juste jouer le mec gay pour jouer le mec gay, faire un shampoing, faire 2 blagues, être un peu hystérique et partir, ben ça sert à quoi? Je préfère écrire mes projets. Écrire tes projets. Pour tous ceux qui nous écoutent, tu parles de Jamel Comedy Club, tu parles de Repas, ça fait rêver. Quel conseil tu pourrais donner aux membres de casting.fr qui ne connaissent personne, qui n'ont aucun réseau et qui veulent devenir comédiens ou qui ont écrit un spectacle? Quel conseil tu donnerais pour commencer, pour se lancer? Sachez que c'était moi, cette personne-là. Je ne connaissais personne et je n'avais aucun réseau. Et à l'époque, quand j'étais petit, moi je me souviens, j'achetais Casting Magazine et je découpais le livret intérieur parce qu'on pouvait, c'était un peu secret les annonces et je répondais aux annonces. Et moi, je pense qu'il faut prioriser le fait. Alors, je sais que tout le monde ne peut pas écrire, mais en tout cas, d'essayer. Alors déjà, essayer évidemment de faire des courts-métrages, de se constituer une bande démo, même si les courts-métrages, c'est pas payé au début, parfois c'est pas les meilleures conditions, mais avoir en tout cas des courts-métrages qualitatifs. Renseignez-vous, prenez des étudiants qui sont en 3e année, qui ont déjà fait des petits trucs que vous pouvez voir. Jouez dans des courts-métrages, faites-vous une bande démo, faites-vous une bonne photo, ça suffit. Pas besoin de dépenser son argent avec 10 books photos. Tu fais une photo dans ton dressing pour les mecs et au moins une veste de costume, ça te servira tout. Va l'acheter en friperie à 20 balles, ça te servira toujours. Une chemise, une veste de costume quand tu démarres pour faire les castings. Démarche et surtout essaie de sortir du lot. Moi, j'ai pas grandi avec les réseaux sociaux, je les ai aujourd'hui, mais tu peux créer des personnages sur tes réseaux sociaux. Suis des directeurs de casting qui postent des annonces. Peut-être qu'ils vont te suivre en retour. Ils vont voir ce que tu proposes. Essaie d'être connecté au maximum. Les soirées, je trouve, honnêtement, avec le recul, moi j'ai fait des soirées pendant des années, ça ne sert à rien. Maintenant, quand je vais en soirée, j'y vais très peu parce que du coup, j'ai un fils, une babysitter, etc. Et quand je vais en soirée, je n'attends rien. Et c'est très payant, entre guillemets, en termes de réseau. Je fais toujours des rencontres qualitatives parce que j'ai quelque chose à proposer et les gens savent que tu travailles. Mais si les gens, à moins d'être Brad Pitt, d'avoir un physique incroyable, d'arriver dans une soirée, tout le monde se retourne sur toi et pourquoi pas, on peut te repérer. Mais ne perds pas ton temps en soirée. Travaille. Paye-toi des cours de théâtre. Bosse. Est-ce que d'après toi, l'agent est indispensable? Eh bien, écoute, je me pose la question. Dans le sens où pour négocier un contrat, oui, on n'est pas des avocats, tu vois. Mais simplement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... et il y a des agents super dans Paris, et moi j'adore mon agent et tout. Mais j'ai l'impression que tu peux les bypass parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font contacter dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Et qu'Instagram, tu peux contacter des gens en direct. Donc je pense que l'agent, il est nécessaire, en fait, pour négocier des contrats, évidemment. Et ensuite, pour avoir une vision un peu, tu sais, de manager de carrière, de où est-ce qu'on va aller. Mais ça veut dire que tu travailles déjà pas mal. Là, tu as besoin de quelqu'un pour t'épauler. Mais au début, est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas sûr. À quel moment tu as commencé à vivre de ton métier? Écoute, j'ai commencé à vivre de mon métier, en tout cas, à 100% de mon métier, quand j'ai commencé l'humour. C'était à peu près... j'ai vécu tout de suite de mon métier, mais j'ai toujours eu à avoir des petits jobs alimentaires, des périodes de creux. Tu vois, j'aime pas ne rien faire, mais j'ai arrêté tous les jobs alimentaires au bout de 7 ans, je crois, 7-8 ans quand même. 7 ans déjà. Ouais. Quelle est la rencontre la plus marquante depuis ta carrière, depuis que tu es à Paris, la rencontre qui peut être déterminante? Ah là là, écoute, j'ai eu plein de rencontres super, franchement. J'ai eu un producteur de stand-up qui s'appelle Kader Aoun. Parce que au tout début, j'ai fait du one-man show et pas du stand-up. Et lui, il a été... un accélérateur pour moi, il était incroyable parce qu'il m'a mis sur les premières parties de Mathieu Madénian. Donc j'ai joué au Théâtre du Rond-Point
en première partie, ce qui était cool. Je suis parti en tournée avec Mathieu Madénian. Il m'a mis sur les Générations Paname de France 2. La directrice culture de France 2 a repéré mon 10 minutes. Elle m'a dit, je veux ton spectacle. Donc, tu vois, ça a été tout un truc qui m'a vraiment lancé dans le stand-up. Ça a été cool. Après, je travaillais 4 ans avec Anne Romanoff. Je suis obligé de la citer parce que, évidemment, que j'ai beaucoup appris à ses côtés. Mouloud Achour, hyper détendu, je l'adore. Sur Click, c'était un super exercice parce que tu avais droit qu'à une fois, entre guillemets. Tu vois, c'était en public, c'était one shot. Moi, je me souviens de moments avec Mouloud où on sort du confinement, il n'y a plus de public sur Click. Et ma première invitée que je dois faire rire, c'est Anne Sinclair. Waouh. Ouais. T'as une exigence intellectuelle. Oui. Une vraie exigence Ah oui, intellectuelle. il faut. Tu te nourris, tu lis, tu t'informes. Ouais, je lis beaucoup. Alors, je dis pas que je suis le plus érudit de tous, mais oui. Puis même, parce que autant faire des trucs un peu. Moi, j'adore les choses un peu piquées ou les choses, tu sais, un peu l'humour un peu subtil ou genre ça c'est ma came, c'est mon ADN, tu vois. Mais ça aussi, je l'ai aussi cultivé avec une film, en regardant beaucoup de films, comment dire, en aiguisant un goût pour des réalisateurs, tu vois, en se cultivant un peu, en se nourrissant de ça aussi. Au Théâtre des Mathurins, qui est magnifique. J'adore. Quel théâtre. Ouais. Parle-moi de, voilà, Amoureux solitaire. Comment t'as trouvé un producteur? Comment tu l'as écrit? Comment l'artiste que tu es a écrit ce spectacle pour le faire vivre aujourd'hui au théâtre? Pour tous ceux qui ne connaissent pas, quelles sont les étapes? Alors, le processus, quand tu écris un spectacle d'humour, alors pour les gens mais il y en a de plus en plus en France, mais en tout cas dans les grandes villes, il y a en général des comédie clubs. Avant, il y avait qu'à Paris, il y avait un petit monopole, et puis maintenant, je vois à Marseille, il y en a plein avec un seul avant. Donc, si tu t'écris d'abord un 5 minutes, et tu testes, en fait, moi, ma technique pour tester des vannes, c'est juste de ne pas dire que c'est une vanne à mes potes qui sont pas dans le métier, au sein d'une conversation de quelle est la vanne. De le placer. Tu vois, et voir si la personne elle rigole, c'est hyper drôle, tu vois. Genre, ouais, s'il y a une réaction. Et ça, tu notes un peu discrètement, tu vois, sur un petit carnet. Et en fait, tu te fais un petit 5 minutes comme ça. Et après, si tu as le courage que je n'ai pas eu la première fois, je suis allé. Moi, après Arsène Nouvelle, je suis parti. Ah. J'ai vu les autres, j'ai dit, je pourrais pas le faire. T'es pas monté sur scène. Non, je suis pas monté sur scène. Et donc, j'ai une copine qui m'a invité à faire ça. Parce qu'elle m'a invité à faire ses premières parties au Mathurin, justement. Et j'étais jamais monté seul sur scène. Qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, je vais m'entraîner avant. J'ai dit, bah non, je m'entraîne pas. J'irai le jour J, j'aurai plus le choix. Puis voilà. Bref. Sans être payé ou parfois payé au chapeau. Ah oui, payé au chapeau. Oubliez la notion d'argent. Ah oui. Alors, il faut savoir une chose. Alors, je dois le dire aussi, c'est que l'humour, tu peux te faire beaucoup d'argent très vite. Donc ça, c'est très... Ah bon? Ah oui. Info. Ah oui, ça, c'est très, très cool. Tu peux te faire beaucoup d'argent très vite quand tu es nouveau dans le stand-up. Ça, il faut le dire aux gens. Comment? Ça, c'est formidable. Donne-nous les tips. Alors, déjà, tous les comédie clubs, tout le monde a besoin de découvertes, etc. Parce que c'est souvent pas des loups de mer, mais tu vois, on est tous un peu rodés, donc on a déjà des noms dans le stand-up, on est efficace, quoi. On rôde quand on va dans les comédie clubs, mais tous les comédie clubs sont toujours à l'affût de nouveaux visages, de nouveaux textes, de nouvelles blagues. Donc déjà, tu peux aller de comédie club en comédie club. Tu te fais un petit réseau. Ensuite, les comédie clubs, ce sont un peu, on fait les choses bien maintenant. Tu peux être payé en cachet dans pas mal de comédie clubs, donc devenir intermittent. Et surtout quand tu es nouveau, en fait, un nouvel humoriste, t'es un peu tout frais dans le game. Donc, du coup. T'allais dire chair fraîche. T'es de la chair fraîche. J'allais pas dire chair fraîche, c'est un peu violent, mais tu vois. Donc, du coup, tu peux être démarché par les télés, par les radios, tu peux faire des concepts. Enfin, il y a plein de trucs. Et très vite, en fait, si t'es bon, en fait, très très vite, t'as un 5 minutes qui est chouette, on entend parler de ça. Et très vite, t'es invité à faire des galas télé. Et là, ça paye en droit d'auteur, ça paye en cachet. Et donc, ça peut payer assez vite. On se forme pour être comédien, oui. On se forme pour être danseuse, on se forme à tout art, la musique, etc. Peut-on se former pour être humoriste? Alors oui, il y a 2 ou 3 écoles qui existent dans Paris. Moi, je les ai pas faites. Je pense qu'elles sont très chouettes parce qu'il y a des masterclass. Mais après, moi, j'ai vraiment été autodidacte. Je me suis formé sur le terrain en comedy club. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais on peut se former. Ouais. On peut se former. On peut prendre des tips. C'est toujours hyper intéressant, en fait, dans tous les cas, d'avoir quelqu'un qui nous parle de son expérience et qui partage des tuyaux, des étapes par étape, quoi. Mais je trouve que le métier d'humoriste est tellement difficile parce qu'il faut les punchlines, savoir écrire, savoir jouer avec son corps, la diction. C'est un sacré enjeu. Et puis ce dynamisme, cette énergie qu'il faut pouvoir transmettre dans tous les soirs. Quelle est ton hygiène de vie? Comment on se prépare avant de monter sur scène quand on est humoriste? Écoute, c'est une préparation un peu psychologique dans le sens où c'est le métier où je pense qu'il faut le plus d'ego et le moins d'ego. Pourquoi le plus d'ego? Parce qu'il faut avoir la prétention de se dire
moi, je vais monter sur scène et je vais faire rire 200 personnes. Ouais, pendant 10 minutes, ils vont rire. Donc, c'est quand même un truc orgueilleux, quelque part, tu vois. Et le moins d'ego, parce que tu peux avoir retourné une scène, genre l'Olympia, les Folies Bergères, et tu vas le lendemain dans un comedy club et tu bides pendant 5 minutes. Donc, tu te croyais être une star dans ta tête, et le lendemain, t'es plus personne. Tu rentres chez toi, t'as un peu la honte, tu te mets sous la couette, tu dis oh là là, j'espère que personne n'a filmé, quel malaise. Alors que c'était le même texte, tu vois, donc très vite. Et dès que tu veux, et même si c'était super rodé, tu croises plein d'humoristes très célèbres qui vont dans les comedy clubs parce que dès que tu veux tester, il faut tester. Et tu crois que c'est drôle dans ta tête, parfois ça l'est, et puis parfois ça l'est pas du tout, quoi. On voit Gad Elmaleh jouer dans des petits théâtres encore aujourd'hui et se mettre. Mais la rigolade avec Gad Elmaleh, tu sais, on a des noms de bides. C'est-à-dire que on s'attribue tous des noms de quand ça marche pas pour nous, tu vois. Et j'avais demandé à Gad Elmaleh ce que c'était son nom de bide, il m'a dit Gad Elmaleh. Et le tien, c'est et quoi? C'est un peu vulgaire, donc il faut imaginer sur scène, c'est Laure casse les couilles. Non, vraiment. Jérémy Lorca, c'est un nom de scène. Oui. C'est un emprunt, c'est un nom de scène que j'ai eu à 18 ans parce que je cherchais avec une copine comédienne 18-19 ans. J'étais au cours de théâtre et puis je trouvais que mon nom ça n'allait pas et et puis surtout je voulais changer de nom et donc fallait trouver, on trouvait pas. On avait ouvert plein de bouquins et le dernier bouquin qu'on n'a pas ouvert c'est Garcia Lorca. Federico Garcia Lorca et c'est un recueil de poèmes et ma copine s'appelle Sol, c'est une comédienne S-O-L, tu vois, une espagnole et elle me dit ah Jérémy c'est incroyable, on voit dans la table des matières il y a un poème qui s'appelle Sol de Garcia Lorca. Du coup elle regarde, elle ne connaissait même pas, tu vois, c'est son prénom. Le poème, il n'y a que 4 lignes et c'est Jérémy au délicieux Jérémy et donc du coup voilà l'histoire de Jérémy Lorca. Il me semble, j'ai la sensation que ta route était tracée dès ta naissance. Est-ce que tu es allé chercher un peu dans ta famille s'il y avait des artistes? Je crois qu'il y avait un grand-père. Ouais, mon grand-père était chanteur de rock, mais vraiment, genre, il y a des fan clubs sur Internet, tu sais. Il est mort lors de sa première télé, pardon. Il est mort la veille de sa première télé avec Johnny. T'imagines le destin à 19 ans, en bagnole. Et en même temps, très rockstar. Tu vois le truc très très rockstar. Donc moi j'ai mis beaucoup de temps à passer le permis de conduire et j'ai des photos de lui, des vinyles, etc. Mais lui c'était vraiment, tu sais, il avait des groupies. C'est dingue. C'est dingue. Ouais. Comme quoi c'est une question de génétique. Ouais, peut-être, je sais pas. On dit souvent que la chance est un talent. Tu considères que t'en as eu de la chance? J'estime que en vrai, il y a tellement de gens qui veulent faire ce métier. Je pense que j'ai eu de la chance à pas mal d'endroits. Mais la chance combinée à beaucoup de facteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir aussi ce qu'on dégage. C'est très important ça, hein, pour les comédiens, les comédiennes qui écoutent ou les futurs humoristes. Il faut être conscient de ce qu'on dégage et de son incarnation. Tu vois, de ce que tu renvoies aux gens, de ton emploi. Donc à un moment donné, il faut aussi être là. La chance, c'est d'être là au bon moment, au bon endroit. Mais c'est aussi une question d'opportunisme pour les autres parce qu'ils se disent attends, moi j'ai besoin de ce profil-là maintenant. Donc oui, c'est une chance, mais c'est aussi cultiver à mort qui on est. Ne jamais avoir honte de qui on est et l'exacerber même. Vraiment. Toujours, on entend toujours ça et je comprenais pas ce truc de exacerber ce qu'on te reproche. Et moi finalement, regarde, on me reprochait à fond d'être maniéré, de peut-être aimer les garçons. Oui, j'aime les garçons, j'en ai fait un spectacle et ça marche bien et c'est très cool, tu vois. Donc exacerbons ce qui dérange un peu et c'est comme ça qu'on va te remarquer aussi. Et ce qui est chouette, c'est que tu as écrit ce spectacle en plein confinement après une grande détresse amoureuse. Et aujourd'hui, tu es papa. Oui. Tu as l'air d'être accompagné aussi amoureusement. Ouais. Quand on parle de créer sa propre vérité, du rêve à la réalité, pour moi, ça me parle. Parce que petit, tu rêvais. Et voilà, tu as ces échelons, ces couleuvres que tu as mangées. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la paternité ? Ça m'a apporté encore plus de respect de moi-même. C'est-à-dire que je tolère encore moins aujourd'hui, déjà je ne le tolérais pas beaucoup avant, mais de me faire marcher dessus dans le métier ou qu'on me manque de respect dans le métier. Révéler ta véritable nature, être authentique. Ouais, être authentique et je ne laisse plus rien passer. Tu sais que ton spectacle Amoureux solitaire, qui est hilarant, je vous le répète, allez-y, oui, allez-y, c'est très très drôle.
ta vérité, ta propre histoire. D'ailleurs, quand on sort, on dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ce réjouissement, on a beaucoup parlé de réjouissement ici avec certains artistes. Joey Starr nous racontait son réjouissement et beaucoup d'autres. C'est naturel chez toi? Ouais. Ça se travaille ou c'est naturel? Oh non, il faut essayer de se réjouir au maximum. Et tu sais, je vais te dire aussi un truc qui est hyper important, c'est que avant, par exemple, si j'étais en callback pour un casting, je me réjouis, parce que moi je suis un grand superstitieux. Tu sais, tant que t'as pas le pied sur le tournage, que tu vois pas le film, que t'as pas été coupé au montage, seulement après tu boiras une coupe de champagne pour fêter ça. Mais avant, ne faites rien, ne porte pas la guigne, etc. Et donc j'ai été dans ça pendant longtemps. Et en fait, j'ai signé des contrats de fou dans ma vie. Et j'ai jamais communiqué dessus en me disant ouais, on verra si ça se fait. Au final, le truc se fait pas. Ça se fait pas. Donc t'as rien fêté, tu vois. Ça veut dire que ça se fasse ou que ça se fasse pas, tu fêtes pas parce que t'as peur. Ou t'attends à la dernière étape pour fêter. Non, fête. T'as un callback? Mais oui. Va te boire un verre, sois content, réjouis-toi d'être en callback, il reste plus que toi et tu l'as pas, vous étiez deux, et t'étais déjà le deuxième ou la deuxième, c'est déjà génial, tu seras le premier ou la première la prochaine fois, mais il faut se réjouir, c'est hyper important de se réjouir et se féliciter. Faut pas prendre la grosse tête, mais il faut juste se féliciter par moment, dire hey, j'ai assuré, c'est cool, next step. Tu vois, mais réjouissons-nous. Amoureux solitaire au Théâtre des Mathurins. Je crois que tu changes de théâtre après même. Ouais, je dois aller à la Nouvelle Ève. J'adore la Nouvelle Ève. C'est un cabaret. C'est des petites tables de 2 avec des bougies. J'étais descendu du toit. Donc, si j'ai perdu du poids, je peux redescendre du toit. Parce que si tu veux, il y a une nacelle qui est réservée qu'à la meneuse de revue. J'avais obtenu une exception, sauf qu'il faut faire moins de 80 kilos. Et je faisais 86 quand j'avais demandé ça. Et le jour J, je faisais 82. J'avais tellement peur. Je m'assois sur la nacelle. Histoire vraie. J'ai la vidéo. Et là, je vois... interdit aux plus de 50 kilos. Et moi, pas attaché, parce que j'avais pas voulu m'attacher, parce que j'avais pas défendu le truc, j'avais pris cette responsabilité moi-même, pas attaché dans le vide, et je vois 50 kilos, je suis pas descendu, on m'a pas envoyé. La poulie n'a pas... Je me dis, je vais mourir sur scène, tu vois, c'était pas le projet, ça peut faire un buzz, mais c'était vraiment pas le projet. Pas maintenant. Parce que je vais en écraser 3 au passage, en plus, tu vois, je vais finir meurtrier. Et en fait, le mec, il était... hilar quand je raconte ça, le patron Arnaud de la Nouvelle Ève, qui en fait il avait pas changé, c'est une vieille affiche qu'il trouvait vintage mais qu'il a pas changé. Tu vois, c'était il m'a dit mais on a refait la nacelle depuis, c'est bien 80 kilos, t'inquiète. Si tu devais changer quelque chose dans ton histoire, laquelle? J'irais beaucoup plus vite, droit au but. Je serais beaucoup moins poli. Parce que, tu sais, venant d'une cité, n'ayant pas eu une grande éducation, n'ayant pas eu, tu sais, on m'a pas appris la grande éloquence, etc. et tout, moi, mon but, c'était de camoufler que je venais de là. Absolument. Et en fait, je me rends compte qu'il faut... j'essaie d'être poli, j'ai raté plein d'opportunités par politesse parce que je trouvais que ça faisait crevard de demander, je trouvais que ça faisait vraiment le mec du ghetto qui arrive et qui essaie de gratter un truc. Faut le faire. Faut le faire. J'aurais gagné 10 ans si j'avais fait ça. Je te jure. Vraiment, il faut y aller. On n'a pas de temps à perdre, il faut avoir faim. Et on se dit toujours, ouais, non, ça va être impoli. Etc. Non, les gens qui ont faim, ils ne seront jamais, tu vois, mal vus. Ils ont juste la dalle et il faut avoir la dalle dans ce métier. On va finir avec une chanson ou un slogan ou une scène de film que tu aimes. Laquelle? Alors, un petit slogan, je te dirais, l'important, c'est pas d'où tu viens, c'est où tu veux aller. Vraiment, ça, c'est hyper important. On s'en fout d'où tu viens. Ça, c'est ton passé. Tu vas pas te... Tu vois ce que je veux dire? Le passé, c'est le passé. Avance maintenant et projette-toi. Et rien n'est interdit. On n'a pas de réseau. On n'a pas de contact. On va se les créer. Tout est faisable. Ça paraît fou, mais tout est faisable avec de la volonté, vraiment. Et la chanson, du coup, ça serait l'ouverture de mon spectacle. C'est une chanson qui s'appelle My Beauty. Voilà, et je te filerai le lien, vous allez écouter ça, et c'est comme ça que j'entre sur scène où j'ai le cœur qui bat quand il y a cette chanson. La liberté, je vous avais dit qu'il incarnait la liberté. Amoureux solitaire au Mathurin. Merci Jérémy Lorca pour ce délicieux moment. À bientôt. Merci beaucoup.